Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans la suite des aventures de l'épopée Cinemax. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines. Le capitaine Cinemax a affronté le général Korg dans une incroyable bataille spatiale qui restera, n'en doutez pas, dans les annales galactiques du 21e siècle. Enfin, il avait fait appel à un certain Vador pour s'occuper de la sale besogne, profitant ainsi de la confusion pour s'enfuir. Mais quoi que vous en pensiez, la fuite est une forme de courage. Et Cinemax ne manque pas de courage, car après avoir échappé au terrifiant général Korg, Cinemax reprit sa mission principale, celle pour laquelle il voue sa vie, nous rapporter le meilleur de l'actualité cinématographique. Et c'est ainsi qu'il atterrit, quelques jours plus tard sur la planète Alexandria, où un de ses indices lui avait confié qu'un ancien noble, Lucius Wellington, avait des informations confidentielles sur la suite de la saga Alien. N'écoutant que son légendaire courage, Cinemax avait alors sauté à bord de son vaisseau, direction Alexandria. Mais une fois sur place, il retrouva un vieil homme sénile et complètement torché. Mais peu importe cette difficulté, Cinemax n'abandonne pas. Il le rapatria sur son engin spatial après un combat épique avec le shérif du village, qui lui aussi en avait après celui qu'on nommera désormais le Petit Vieux. Et c'est ici, au milieu de nulle part, que nous retrouvons aujourd'hui Cinemax. Comment va notre petit vieux, Vic? Toujours plongé dans un profond sommeil, monsieur. Ça va faire 48 heures. T'es sûr qu'il est pas mort? Je crois pas, non. Tu crois pas ou t'es sûr? Je suis sûr. Je viens de vérifier, ses signes vitaux sont excellents, à part un problème de foie et un taux de cholestérol relativement élevé. Bon, on fait quoi en attendant qu'il se réveille? À ce propos, nous sommes actuellement encerclés par plusieurs vaisseaux. Bon Dieu, et c'est que maintenant que tu me préviens? Ici le général Korg, chef des armées de l'Empire Galactique, Nebula. Rendez-vous. Toujours la même rengaine, quoi. Je croyais que Vador s'était occupé de lui, Vic. Il semblerait que Korg ait triomphé. La classe. Et on qualifie Dark Vador de plus grand méchant du 7ème art. Une vaste farce, oui. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces abrutis? Ils nous tirent dessus. Oui, j'avais remarqué, merci. Pourquoi posez-vous la question alors? Oh la ferme, mais riposte, nom de Dieu, riposte! Impossible. Nos systèmes d'armement sont complètement en service. Oh putain, on va mourir. Oui, le petit vieux aussi d'ailleurs. Oh mais on s'en fout du vieux, on s'en fout, je veux pas mourir ici. Mais quelle tristesse. On dirait que ça te fait rien, toi. Je ne suis qu'un proverbe, monsieur. La mort est une notion abstraite pour moi. Pas faux. Allez, je tente un truc. On se rend, général! On se rend! Il a traversé toute la galaxie et affronté 1000 dangers. Mais bon Dieu, t'es qui, toi? Traquant la moindre petite news afin de sauver notre monde d'une pénurie d'informations cinématographiques. Bienvenue dans un nouveau monde. Amoché, mais vivant, il est de retour cette semaine avec le meilleur de l'actualité cinéma. Ladies and gentlemen, un triomphe pour votre sauveur, Loïc Marie. Bonjour. Nous sommes tous particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Incroyable. On commence quand? On vient de commencer. Les infos de la semaine. Une date de sortie pour le prochain film de Quentin Tarantino. Très discret, le 9e film de Quentin Tarantino se dévoile un peu plus cette semaine, malgré des mesures exceptionnelles prises par le réalisateur pour éviter toute fuite de scénario. On sait seulement pour l'instant que le film reviendra sur la secte de Charles Manson et les massacres de l'année 1969. Le long métrage, qui sera finalement distribué par Sony Pictures, sortira en août 2019, comme l'indique le site Variety, un mois symbolique qui marquera en effet le 50e anniversaire des massacres de Tate LaBianca, au cours desquels 7 personnes ont trouvé la mort. Parmi les victimes, Sharon Tate, épouse du cinéaste Roman Polanski, alors enceinte de 8 mois. Charles Manson était le commanditaire de ces meurtres exécutés par les membres de sa secte. Pour incarner Sharon Tate, des rumeurs laissent sous-entendre que l'actrice Margot Robbie serait pressentie. Autre information, selon une de mes sources et relayée par Deadline, Quentin Tarantino serait arrivé chez Paramount avec une idée autour de la saga Star Trek, approuvée par le réalisateur J.J. Abrams. Simon Pegg travaille déjà sur le script du 4e opus. Les deux hommes auraient-ils donc envie de créer un univers étendu, comme l'évoquait Don Jong en 2016 ? Tarantino est toujours resté éloigné des franchises cinématographiques à succès, mais entre lui et Star Trek, c'est une grande histoire d'amour. Le réalisateur de Pulp Fiction a plusieurs fois en effet fait part de son attachement pour la saga Star Trek dans les médias. Quentin Tarantino, qui achèvera sa carrière après son 10e film, pourrait donc la conclure avec un blockbuster. Le tournage de Glass s'est achevé ce mardi. Et oui Mathieu, le réalisateur Night Shyamalan a confirmé sur son compte Twitter que le tournage principal de Glass avait pris fin mardi.
Pour remettre les choses dans leur contexte, Glass sera la suite d'Incassable, sorti en 2000, et de Split, sorti en février dernier. Si l'intrigue est encore tenue secrète, on sait que Bruce Willis reprendra le rôle de David Dunn et Samuel L. Jackson celui de Monsieur Glass, tandis que James McAvoy interprétera de nouveau le rôle de la Bête qu'il a tenu dans Split cette année. L'actrice Casey Koki sera également présente, rappelons que dans Split, elle était la seule survivante de la Bête et sera donc une alliée précieuse pour l'homme incassable qui devrait affronter l'un des pires monstres qui ait jamais foulé la Terre. Glass sortira en janvier 2019. Vincent Cassel, prochainement à l'affiche d'un film sud-coréen. Alors qu'il était encore il y a quelques mois au cœur d'une polémique avec son dernier film Coquin Voyage à Tahiti, Vincent Cassel partira pour un nouveau voyage qu'on souhaite moins mouvementé. En effet, le comédien de 51 ans atterrira bientôt en Corée du Sud pour tourner dans le premier long métrage du cinéaste Choi Kyung-hee, Sovereign Default, aux côtés des acteurs sud-coréens Yo Ha-in et Kim Hee-so. L'intrigue, au moment où la Corée du Sud est au bord de la faillite, le Fonds monétaire international décide de renflouer les caisses. Le patron sera incarné par Vincent Cassel alors que Yo Ha-in incarnera un investisseur qui joue contre l'intérêt de son pays. Quant à Kim Hee-so, elle interprétera une analyste financière de la Banque de Corée. Aucune date de sortie française ni à l'international n'a encore été communiquée. Les sorties de la semaine. Bienvenue à Suburbicon, une ville où il fait bon vivre. Bien le bonjour. Une ville placée sous le signe de la prospérité. Nicky, lève-toi. Il y a des hommes dans la maison. Fiston, il faut que je te dise quelque chose. Ces hommes ont tué maman. J'ai décidé de demander à ta tante Margaret de venir s'installer avec nous. Nicky a besoin d'une mère. Ça va aller. On va s'en sortir. Monsieur Locke, Oui. vous connaissez un personnage du nom de Rizzoli? C'est un usurier. Si vous deviez de l'argent à la mafia, ça expliquerait ce qui est arrivé à votre femme. Après Les Marches du Pouvoir et Monuments Men, entre autres, George Clooney revient en tant que réalisateur avec Bienvenue à Suburbicon. L'histoire, Suburbicon est une paisible petite ville résidentielle abordable et aux pelouses impeccablement entretenues. Durant l'été 1959, tous les résidents semblent vivre leur rêve américain dans cette parcelle de paradis. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, entre les murs de ces pavillons, se cache une réalité tout autre, faite de mensonges, de trahisons, de duperies et de violence. Bienvenue à Suburbicon. Au casting, George Clooney s'est entouré des meilleurs acteurs du moment, comme Matt Damon, Julianne Moore ou encore Oscar Isaac. Eh ben, ça avance bien tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai attrapé chaud, là. Magnus? Si un lutin contracte une maladie, l'ensemble du banc de lutins sera également touché. Non, c'est une catastrophe. C'est ça qu'il faut. Quoi? Eh ben, va chercher 92 000 tubes de vitamine C, tu fais un aller-retour, la pif-pouf. Vous là maintenant? Bah oui, là, maintenant, sur le temps enfant. Il faut sortir les doigts de la hotte, là. Même pas eu le temps de réviser le traîneau. J'ai le mode furtif en rade, les patins ils sont tout lisses et j'ai un rein à plat à l'avant. C'est du suicide! Elle est marrante, elle a un aller-retour pif-pouf. Appel à tous les reins, on rentre dans une zone de turbulence. On va se poser là-bas, près du gros jouet rouge. Rien ne va plus à l'approche du réveillon, les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps. C'est un coup dur pour Santa Claus, plus connu sous le nom de Père Noël. Il n'a pas le choix, il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses reines pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël. Santa et compagnie est la nouvelle comédie signée Alain Chabat avec Alain Chabat qui n'avait pas brillé en tant que réalisateur il y a quelques années avec et sur la piste du Marsupilami. Pourtant, le cinéma français a semble-t-il suffisamment confiance en lui pour lui avoir confié la réalisation d'une comédie de Noël au casting bien fade, Bruno Sanchez du duo Catherine et Liliane, David Marsay et Grégoire Ludic du Palmacho et Audrey Tautou en Mère Noël, ça promet. Nom de Zeus, serait-ce la fin de Cinemax? Capturé et emprisonné par le général Korg, le capitaine Loïc Marie attend désormais sa condamnation. Y a quelqu'un? Ta gueule! Monsieur? Vic? Vous avez réussi à garder votre communicateur sur vous? Super! Mais t'es où toi? Dans un hangar puant l'ouvrier à l'intellect bien faible. Ils veulent me désosser pour me vendre en pièces détachées. C'est plutôt malin de la part d'ouvrier, je trouve. Tu sais où je suis moi? Dans une prison, à des kilomètres en dessous de la surface de la planète, et à des centaines de kilomètres de ma position.
Vous ne demandez pas des nouvelles de votre petit vieux? Oh putain, je l'avais oublié lui. Il s'est réveillé, et il picole. J'ai bloqué l'accès à sa chambre pour que personne ne le trouve, mais je ne pourrais pas garantir sa sécurité bien longtemps. Ouvrez-moi, bande de tortionnaires. Ouvrez, ou je vous jure que vous allez tâter de ma canne. Même si j'en ai pas. Vous voyez? Gaze la pièce avec du somnolent asgardien, ça l'assommera pour un moment, le temps de trouver un plan. Mais c'est vraiment horrible, monsieur! Obéis, Vic. Ok. Ah, notre chien. Désolé, sœur. C'est pour votre bien. Vic, je vais trouver une solution et nous sortir d'ici, je coupe la communication. Tu sortiras jamais d'ici, mec. Sur cette planète, la seule façon de partir, c'est en mourant. Si je dois mourir, alors je mourrai en beauté, en parlant cinéma. Les autres films en salle. Une fois par an, nos ancêtres reviennent dans notre monde. Nous vous souhaitons un bon voyage. Pour revoir la famille et les amis. Mais aucun être vivant n'avait jamais visité leur monde avant ce jour. Miguel, on se connaît? Qui êtes-vous? On est ta famille. On doit t'aider à rentrer à la maison. Bienvenue. Rien à déclarer? Eh bien, comment dire si, voilà. Lee Unkrich et Adrienne Molina reviennent avec leur nouveau film d'animation. Les deux réalisateurs qui avaient reçu un Oscar pour leur travail sur Toy Story 3 risquent encore de rafler le prix l'année prochaine avec Coco. Le speech, depuis plusieurs générations, la musique est bannie dans la vie de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole Ernesto de la Cruz. Par un concours de circonstances, Miguel se retrouve propulsé dans un endroit étonnant, le pays des morts. C'est ici, au contact de ses ancêtres disparus, qu'il va alors résoudre un mystère générationnel lié à sa famille. Mais attends, je te connais, toi! T'es le mec qui parcourt la galaxie pour récolter des infos sur le cinéma, non? Effectivement, ouais. Cinemax? C'est ça, avec 2 X. Mais tais-toi maintenant et laisse-moi parler de Coco. Ce film est visuellement magnifique. Je crois que c'est le film Disney le plus abouti à ce jour en termes de qualité visuelle. Les plans sur le pays des morts notamment sont absolument sublimes. Architecturalement parlant d'abord, c'est grandiose, tellement qu'on a l'impression que le pays des morts n'a aucune frontière. Cette impression de gigantisme est accentuée par la hauteur des habitations et les plans rapprochés où les morts se côtoient. En effet, la foule et cette agitation permanente viennent vraiment donner cette sensation d'un lieu infini. Et la couleur, le travail sur la couleur, ces teintes orangées, violacées, bleutées, apporte un sentiment de réconfort, de bien-être et un côté rafraîchissant à un film qui, dans le fond, ne l'est pas. Car Coco est un film violent. À sa manière, bien entendu, car c'est un film d'animation destiné à la jeunesse. En fait, ce n'est pas si anodin. Les productions Disney ont toujours eu des thèmes violents comme la trahison, la disparition, la mort, j'en veux pour preuve Bambi ou Le Roi Lion. Et chez Coco, on retrouve tout ça, en plus des notions de famille importantes pour la morale de leurs histoires. Coco a des facilités scénaristiques, certes, mais franchement, on s'en fout. Ce film est juste beau. Et à l'heure où Noël approche à grands pas et que certains enfants n'auront rien sous le sapin, Coco vient rappeler que le plus beau des cadeaux finalement, c'est la famille. Oh, je vais chialer. C'est beau ce que tu dis. Vraiment? Non, je veux juste que tu la fermes et que tu me laisses tranquille. Avant ton arrivée, c'était calme, apaisant. Mais le côté angoissant que dégage cette foutue braison. Et toi, tu arrives avec ces grands blablas de cinéphiles et tu fous tout en l'air. Tu vas pourtant m'écouter encore un peu parce que j'ai vu un autre film cette semaine, Le Bonhomme de Neige. Oh non! On enquête sur des disparitions, certaines récentes, d'autres qui remontent à plusieurs années. Le mode opératoire est troublant. Je crois que quand il se met à neiger, c'est le déclic pour le tueur. Alors pour qui il laisse le bonhomme de neige? Faire des bonhommes de neige, découper des trucs en petits morceaux. C'est ce que font les enfants pour créer de l'ordre. On vient d'avoir un appel. Une autre femme a disparu. On a reçu un avis de recherche. Qui a disparu? Sylvia Utterson. C'est moi, Sylvia Utterson. Pourquoi quelqu'un signalerait votre disparition? Je t'assure, ça va être difficile de juger ce film de façon objective parce que j'ai trouvé l'assassin au bout de seulement quelques minutes, dès sa première apparition à l'écran en fait. Le réalisateur a laissé un indice de taille lors du premier meurtre qui a l'air anodin comme ça,
mais que l'on retrouve immédiatement chez le tueur dès qu'il apparaît pour la première fois devant nous. Et donc, durant l'heure et demie qui restait, je me suis assez ennuyé. D'autant que le film se perd dans une sous-intrigue politique pas vraiment intéressante, qu'on ne prend même pas la peine de conclure, comme l'histoire de certains personnages secondaires totalement ignorés à la fin, une fin assez prévisible d'ailleurs. Un thriller qui a malgré tout deux qualités, le rythme et l'ambiance. Le film prend son temps pour installer l'action, une denrée rare au cinéma où tout doit aller très vite. Et avec Le Bonhomme de Neige, le déroulement est posé. Une certaine lenteur accentuée par les nombreux plans sur les villes de Norvège où se déroule l'histoire qui viennent donner une ambiance étouffante avec cette neige infinie et ces brouillards oppressants. Cela permet aussi de mieux appréhender les sentiments de captivité et d'enfermement que peuvent ressentir les habitants et les victimes. Et comme le suspense n'est pas le point fort de cette production, un environnement angoissant aide à renforcer l'aspect aliénant que tout bon thriller se doit d'avoir. J'ai fini. Bon, bah maintenant j'ai plus qu'à trouver un moyen de sortir d'ici. La semaine prochaine, ne loupez pas l'émission spéciale Star Wars qui viendra conclure cet arc narratif en 4 parties, débuté il y a maintenant 1 mois. Des révélations vont éclater, un fils perdu va ressurgir, un père va retrouver sa dignité, des personnages vont frôler la mort et l'un des plus grands méchants du 7e art va refaire surface. Préparez-vous à vivre une expérience intense. Oui, j'ai bien dit intense.